Les Grimaldi, une maison noble des contes de fées. La maison princière de Monaco a offert au monde un siècle d'amour et célébré des mariages de rêve. Tragédie et scandales ont pourtant bouleversé leur vie. Les Grimaldi ont attiré les médias et n'arrivent pas à se débarrasser des paparazzis. Pendant plus de 700 ans, ils ont régné sur leur prestigieuse cité-État méditerranéenne, un clan de guerriers issus de la dynastie noble la plus riche d'Europe. Quel est le secret de leur réussite? Ce conte de fées monégasque va-t-il durer? Les Grimaldi. Noble obligation, un film de Jean-Christophe Caron. Une scène émouvante au cirque de Monaco en janvier 2005. Le prince régné III est apparu accroché au prince héritier Albert et à la princesse Stéphanie. Ce fut un moment émouvant. Pendant plus d'un demi-siècle, il avait gouverné le peuple monégasque. Le prince éternel était en train de mourir, et les coups du destin semblaient l'avoir brisé. Voir un ami d'enfance souffrir comme ça, je regrette que sa vie ait une fin difficile. Maladie grave. Problème bien connu avec ses filles qui n'ont pas répondu à ce qu'ils attendaient d'elle. Je crois que son âme a souffert à la fin de sa vie. Il ne s'est jamais remis de la mort de sa femme. Ça m'a profondément touché. Telle fut la fin d'un patriarche dont les rêves se sont terminés en tragédie. Voilà un prince qui semblait tout avoir. Grace Kelly était la glamoureuse princesse qui lui a donné des belles princesses et un prince héritier. La famille princière méditerranéenne était la favorite de tous les photographes et faisait rêver les gens. Tout a commencé ici, dans les années 50. La principauté méditerranéenne est restée à l'écart, en sommeil, des grands développements de l'après-guerre. Les touristes ne venaient pas visiter et le miracle économique n'a pas eu lieu. En 1952, un multimillionnaire s'installe sur la côte monégasque. Aristote Onassis, un magnat grec du transport maritime. Le prince régné et lui devinrent amis et partenaires commerciaux. Onassis sait que Monaco manque non seulement de moyens financiers, mais aussi d'un profil attrayant. Le pays des Grimaldi avait besoin d'une princesse d'envergure. Selon Onassis, une star hollywoodienne comme Marilyn Monroe ferait l'affaire. Cependant, les stars américaines du monde entier ne se rencontraient pas dans le Monaco des années 50, mais le faisaient au Festival du film de Cannes, à près de 40 km de distance en France. En 1955, une nouvelle lauréate des Oscars se présente, Grace Kelly. Adorée pour son charme, son élégance et son sex-appeal subtil. Pendant le festival de Cannes, la star du cinéma a séjourné à l'hôtel Carlton. Si seulement la reine d'Hollywood s'était laissée convaincre de faire appel au prince Grimaldi de Monaco, cela aurait été un vrai conte de fées. Sans parler des tabloïds. Un journaliste d'un magazine français a donné un coup de pouce à la recherche d'une épouse pour le prince. Un journaliste de Paris Match a tout arrangé. Le rendez-vous entre l'actrice Grace Kelly, qui venait de visiter Cannes, et le prince régné, encore célibataire, cela a été l'idée d'un journaliste. Prévue pour le 5 mai 1955, la rencontre a failli échouer en raison d'une panne d'électricité à l'hôtel de Grace Kelly. Aucune de ses robes n'était repassée et ses cheveux ne pouvaient être arrangés, ce qui signifiait que la star de cinéma ne voulait pas être vue devant le prince. Les journalistes les ont plutôt assaillis dans le hall d'entrée avant qu'ils ne se rendent au palais. Le scoop de ce rendez-vous avec le prince est international. Le décor est planté pour Grace Kelly, comme si elle était déjà la princesse du trône monégasque.
Ils ont fini par se rencontrer, ce qui a donné lieu à une histoire d'amour et à la famille royale de Monaco, telle que nous la connaissons. Ce qui s'est enjoué à partir de là, avec leurs 3 enfants, leurs 3 drames, leurs moments de bonheur, leur mariage, leur scandale. Après la séance de photos, le prince régnier courtise Grace Kelly et aux États-Unis lui demande sa main. L'actrice dit oui. Le rôle de princesse était pour elle un rêve devenu réalité. Elle quitte son Amérique natale en avril 1956 pour se marier à Monaco. Des films inédits provenant des archives d'une famille d'industriels allemands montrent la principauté en pleine fièvre nuptiale. C'est à bord d'un paquebot que Grace Kelly arrive au port de New York. Tout Monaco est prêt à l'accueillir. L'usine à rêve de Tinseltown continue là où le film amateur s'est arrêté. Grace Kelly, dans son nouveau rôle de princesse, Grace Patricia. Les patrons des studios hollywoodiens ont versé une somme remarquable de 8 000 $ pour la robe de mariée. Le prince régnier a eu l'idée de vendre l'événement familial comme s'il s'agissait d'un film en Technicolor. La télévision s'est impliquée également. Environ 30 millions de téléspectateurs l'ont regardé rien qu'en Europe. Rolf Palm, résident monégasque, a assisté au mariage princier à travers de sa télévision en Allemagne. Bien que retardée de 2 heures, la retransmission était presque en direct à cette époque. Le mariage de Régnier et Grace fut un succès, bien sûr, le premier des grands événements télévisés. Vous devez vous rappeler que la télé commençait à se développer dans les années 50. C'était vraiment la première fois qu'un spectacle grandiose et sensationnel était diffusé. Bien sûr que c'est exactement ce qui a touché la corde sensible de millions de personnes. Un prince qui épouse une princesse de film. Il n'y a rien de plus beau. Cependant, pour Régnier, il y avait une nuance. Les journalistes, la jet-set et les industriels ont bien accepté son invitation, mais les nobles européens ont brillé par leur absence. Les Guelfs, une famille noble allemande qui fournissait les rois à l'Allemagne à l'époque où Monaco n'était encore qu'un village de pêcheurs, ont également été invités au mariage de Monaco. Aujourd'hui, grâce au mariage de la princesse Caroline Grimaldi et le prince guelfe Ernest Augustus de Hanovre, tous deux sont apparentés. À l'époque, pourtant, les Grimaldi étaient considérés comme tout sauf socialement acceptables par l'ancienne noblesse. Notre famille n'avait absolument rien à voir avec Monaco ou avec le mariage du prince, avec une diva d'Hollywood. Quelque chose n'allait pas quelque part et personne ne voulait y aller. Si Régnier avait demandé la main de la fille d'un duc de Bavière, je crois que le duc de Bavière de l'époque, au début, aurait dédaigné cette demande. Pendant des siècles, les Grimaldi se sont situés bien au-dessus de la noblesse européenne avec ses ducs et ses rois. Sur leur rocher, ils servaient de douaniers et s'engageaient comme mercenaires. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'ils sont anoblis. Depuis, leur palais a été secoué par de nombreux scandales, y compris pendant l'enfance du prince Régnier. Sa mère, la princesse Charlotte, a divorcé de son mari en 1933. Il s'agit d'images des parents de Régnier dans ses moments les plus heureux. Sa mère elle-même n'était pas une Grimaldi légitime. Dans les cercles de la noblesse européenne, c'est un comble. Au sein de la maison royale allemande Anhalt, les Grimaldi étaient regardés avec une grande désapprobation à cette époque. Ne pas être légitime et être divorcé était impossible. C'était une époque où le palais de Buckingham n'acceptait pas un divorce officiel. Si c'était le cas, la reine et le duc d'Édimbourg auraient eu le palais rien qu'à eux. Lorsqu'il a été nommé régent en 1944, le prince héritier Régnier n'avait que 26 ans. C'était un prince qui pensait que son micro-État ne pourrait se remettre en marche qu'avec des capitaux provenant de l'étranger. Au début des années 50, il conclut un accord économique avec son bienfaiteur Onassis. Le multimillionnaire détiendra des actions de la principauté, le casino, les hôtels et les restaurants du quartier huppé de Monaco, Monte Carlo.
C'est seulement avec Grace Kelly que le glamour arrive. La star de cinéma oscarisée est le prince européen. Un conte de fées qui semble être devenu réalité, et nombreux sont ceux qui souhaitent jouer leur rôle. La facteur Grace a attiré les stars américaines à Monaco. Voici Frank Sinatra visitant la famille princière. Les touristes de haut niveau et la jet-set européenne ont suivi, faisant rouler les boules des casinos et sonner les caisses enregistreuses. Aujourd'hui encore, le royaume des Grimaldi conserve l'image d'un pays moderne et brillant. Le journaliste Thomas Wesselitz connaît le secret de la réussite du prince self-made. Le prince Régnier a été le premier à réaliser que dans les années 50, la presse et les nouveaux médias exerçaient un grand pouvoir. Pour moi, il a travaillé de manière très intelligente et sophistiquée. Monaco est en effet un produit médiatique et publicitaire, fruit d'un investissement intelligent. Aujourd'hui, les institutions d'investissement du monde entier ne cessent d'accroître le patrimoine de la famille princière. La vache à lait des Grimaldi, c'est avant tout l'immobilier. L'espace est bien sûr une denrée rare car l'État fait moins d'1 km². La famille contrôle la majorité de ses biens immobiliers par l'intermédiaire d'une société anonyme, ce qui lui permet d'accéder à volonté à d'importantes sommes d'argent. La famille Grimaldi est estimée à 2000 milliards d'euros. La capitale seulement, sans compter sur les propriétés, les trésors d'art, les bijoux, etc., qui leur appartiennent. La reine de Monaco est la plus riche des monarques, mais je ne crois pas qu'elle puisse réunir cette somme. Une princesse sympathique peut s'engager dans des actions caritatives. Elle permet à ceux qui sont dans le besoin de partager les richesses familiales. Grace Kelly était ce que dans d'autres pays serait une ministre sociale ou une ministre de la Santé. Elle a rénové l'hôpital à tel point qu'il est devenu le plus moderne de l'époque. Elle s'est occupée des questions sociales en mettant en place un plan de soins gériatriques. Il s'agit d'une véritable mère de la nation. Cette mère de la nation allait bientôt porter la progéniture de son prince. La princesse Caroline est née le 23 janvier 1957. Elle est présentée sur un plateau d'argent, non seulement en monégasque, mais aussi aux médias. À l'époque, pour 7 millions de francs, le prince, qui a le sens des affaires, venda au tabloïd un scoop sur la petite princesse. Les fantômes qu'il a invoqués ici hanteront plus tard ses enfants. Un an plus tard, le nouveau-né, le prince Albert, a reçu une salve de 101 coups de canon. Peu de temps après la naissance, Régnier a fait savoir que la première-née, Caroline, ne serait pas l'héritière du trône, mais qu'il s'agirait plutôt de sa progéniture masculine. 7 ans plus tard, la princesse Stéphanie voit le jour. Elle ne sera que la troisième à accéder au trône. Son rôle de jeune fille, aux yeux bleus, est pourtant assuré. Au début des années 70, la paix familiale semble encore intacte, comme le montrent ces photos de vacances de la famille princière dans le sud de l'Allemagne. Elle continue d'entretenir des relations ouvertes avec les médias, livrant même des confidences très privées à un journaliste de tabloïd munichois. J'ai eu accès facilement à un aperçu de la famille. Un petit oiseau m'avait dit que nous allions avoir une visite royale à Berchtesgaden si j'arrivais en 20 minutes. J'y suis donc allé en voiture. Nous avons bu du thé et nous avons eu une vraie discussion comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Puis nous sommes partis au parc et Grace a filmé les jardins. Caroline avait beaucoup grandi comme Albert, Stéphanie était la plus jeune.
Ils étaient un couple adorable, ils profitaient de leur séjour. Au milieu de tout cela, il y avait une Grâce très aimante et maternelle. Mais l'insouciance de la princesse ne durera pas. Au milieu des années 70, les enfants grandissent lentement. Grace Kelly trouve que ses fonctions de princesse sont de plus en plus lourdes. À la place de régner lui-même, elle s'occupe des affaires courantes du prince. Les impôts et les demandes du peuple monégasque, la routine du palais a remplacé l'excitation des coulisses hollywoodiennes. Pendant 20 ans, Grace Kelly ne s'est pas présentée devant une caméra pour un film d'Hollywood. Le caméraman autrichien Karl Kofer a remarqué à l'époque qu'elle ne renonçait pas volontairement à sa carrière cinématographique. Il allait de soi qu'elle recevrait toujours des offres. Les gens étaient convaincus qu'une princesse, une souveraine en quelque sorte, ne pouvait pas embrasser d'autres hommes. Cela arrive parfois dans les films, ce qui n'était pas souhaité. Soit elle se plongeait dans un autre rôle, et on ne lui donnait qu'un rôle de princesse. En 1976, Grace Kelly rencontre un jeune réalisateur avec lequel elle va pouvoir renouer avec sa passion. L'Autrichien Robert Dunhelm obtient le parrainage de la princesse pour son film avec une école de ballet russe. Dunhelm, le réalisateur, a assisté à la transformation de la princesse devant les caméras, de la princesse Grace Patricia à l'actrice Grace Kelly. Lorsque nous avons tourné pour la première fois, j'étais naturellement très nerveux et j'ai dit « Votre Altesse, il m'est difficile de communiquer ». Elle a alors simplement dit « Appelle-moi Grace ». À ce que j'ai répondu « Je ne peux pas. Je ne peux pas dire. Et Grace, fais une autre prise ». Cela n'a pas marché du tout et elle a dit non, s'il vous plaît. C'est plus facile pour moi et pour nous tous quand nous travaillons parce que je ne suis pas la princesse ici, mais l'actrice. Elle a retrouvé le goût de jouer. La princesse souhaitait également donner plus de liberté à sa fille aînée. Elle envoie la princesse Caroline étudier à Paris pour qu'elle apprenne à connaître un autre monde que celui de la principauté. La princesse a ses quartiers avenue Foch, où elle ne passe pas longtemps inaperçue. Le photographe Xavier Martin a pu la rencontrer en 1974. Je me souviens qu'elle promenait son chien sur l'avenue Foch et je lui ai demandé si je pouvais lui faire quelques photos. Elle m'a dit non problème. J'ai fait les photos et je les ai offertes à une nouvelle agence à Paris. Elles se sont vendues très bien à ma surprise. Und die habe ich einer Fotoagentur angeboten. Und zu meinem Erstaunen haben die sich sehr gut verkauft. Tous deux avaient presque le même âge et sont devenus amis. Martin a senti que la princesse aspirait à la liberté. C'était une jeune fille qui voulait mener une vie normale comme les autres à Paris. Avant tout, elle voulait la liberté. J'ai entendu parler de ces incursions nocturnes, bien sûr, notamment dans cette discothèque haut de gamme, le Chez Castel, où il y avait toujours beaucoup d'artistes. C'est le grand drame d'une jeune princesse. Les premiers paparazzis s'intéressaient déjà à sa vie nocturne, sans parler de l'amour de la princesse pour le playboy parisien Philippe Junot. Lorsque j'ai finalement été invité, Caroline était célibataire, mais soudainement, Junot était là et avec lui les paparazzis. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle sans avoir 2 ou 3 motocyclettes la suivant, la photographiant et la filmant dans toutes sortes de situations. C'était très irritant et elle se sentait attrapée.
La princesse Caroline voulait l'épouser. Le couple princier était étonné. Personne n'était sûr des moyens de subsistance de Philippe Junot. La rumeur dit qu'il travaillait dans le bâtiment. Au cours de l'année 1978, les parents de la princesse ont cédé et ont donné leur bénédiction au couple. Les médias ont également leur rôle à jouer dans ce mariage de Grimaldi. Le fait qu'elle ait épousé Junot avait quelque chose à voir avec son désir d'être avec un homme sans inventer immédiatement une liaison dès qu'elle en voyait un. J'ai remarqué que, pour sa paix, les paparazzis et les spéculations qui venaient avaient pris fin car elle s'était simplement mariée, même si son mariage était peut-être faux. Les espoirs de la princesse Caroline de voir le mariage se dérouler à l'abri des paparazzis se sont toutefois avérés erronés. Le jeune marié Junot a lui-même trahi sa joie naissante lors de leur lune de miel dans les mers du Sud. Le fait est qu'il a commercialisé Caroline en secret. Pendant la lune de miel, il a donné des ordres aux paparazzi en exerçant son activité à ses propres frais. Elle n'en savait rien. C'était peut-être les moments plus traumatisants pour elle. Le couple se sépare au cours d'une dispute. Étant catholique, le prince demande l'annulation de son mariage au Vatican. Les fissures commencent à apparaître dans le monde idéal de cette famille royale. Au début des années 80, Grace Kelly se bat pour retrouver une liberté qu'elle a perdue depuis longtemps. Elle revient devant les caméras pour le premier rôle d'un long métrage. En 2010, la maison Grimaldi a diffusé ce film pour la première fois à la télévision allemande. Dans cette comédie, Grace Kelly joue les deux rôles de sa vie, celui d'actrice et celui de princesse. Elle joue elle-même la princesse Grace de Monaco. Elle rencontre un scientifique qui se trompe de voiture et ne se retrouve pas avec des astrophysiciens, mais à une exposition florale. Il s'agit d'une forme de divertissement assez simple. Même le prince régnier avait un caméo comme décorateur de fleurs. Initialement, la comédie devait être présentée en exclusivité au peuple monégasque lors d'un gala. Mais le film aurait aussi été un nouveau départ. La princesse voulait être bien préparée pour un retour. Je crois que l'objectif du film était de donner une idée de la situation dans laquelle elle se trouvait. Qu'est-ce qui pourrait être changé ou amélioré en commençant? Ce début devait être phénoménal. Les négociations avec la télévision américaine ont failli aboutir. Mais les choses se sont déroulées tout autrement. Le 13 septembre 1982, au milieu de la matinée, Grace Kelly rentre au palais en voiture avec la princesse Stéphanie, lorsqu'elle sort de la route dans un virage enlacé. La voiture s'est retournée et a fait une chute de 40 mètres. Les Monégasques resteront dans l'incertitude, sans rien savoir du sort de leur princesse et de son enfant de 17 ans. Un voile noir s'est étendu sur la ville. Tout était étrangement silencieux, très sombre. Je n'oublierai jamais le moment où la nouvelle est tombée. À 22h30, Grace est décédée. Les lumières du casino se sont éteintes, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Avec ses hôtels de palace, ses boîtes de nuit et ses restaurants de luxe,
La principauté a été quasiment paralysée pendant un moment avec les informations du mardi soir. Son Altesse, la princesse Grace, est décédée d'une hémorragie cérébrale. Depuis, tout a changé. Tout est désormais différent et ne sera plus jamais comme avant. La princesse Stéphanie est toujours à l'hôpital, mais elle se remettra de ses blessures. Ce n'est que quelques semaines plus tard que l'on reverra la jeune princesse en public, à l'occasion d'un service commémoratif pour sa mère. Sans que le palais n'ait fourni aucune explication précise sur l'accident, la presse inventa des histoires supposant que la princesse mineure était au volant au moment des faits. C'était atroce de se retrouver au milieu de cela. Lorsque votre mère meurt, peu importe comment. Stéphanie avec un grand poids à porter. Cela signifie que, quelles que soient vos spéculations, si vous vouliez agir dans son intérêt, vous devriez laisser les choses telles quelles. La douleur de la princesse se transforme en rébellion. Au sein de la famille, l'adolescente Stéphanie est considérée comme irrégulière et abandonne plusieurs en cours. Dans l'une de ses rares interviews, elle a mentionné qu'elle souhaitait être connue comme étant plus qu'une princesse. Les gens devraient reconnaître que je ne suis pas sortie d'un conte de fées, mais que je suis une personne comme tout le monde. Elle se voyait comme une pop star. Et en 1986, elle a obtenu un succès mondial surprise avec son single Irrésistible. Les photographes sont devenus des compagnons constants, comme nous le voyons ici lors d'une apparition dans les studios de la WR à Cologne. Même à la principauté, les paparazzis sont à l'affût. Son ami d'enfance, le prince Hubert von Lohe, a vécu de près la pression médiatique exercée sur la princesse Stéphanie. Je l'ai visité quelques fois et j'ai toujours vu que, d'une façon ou d'une autre, il y a eu un énorme téléobjectif essayant constamment de prendre des photos à distance. Lorsque nous étions sur un bateau ou en déjeunant, nous avions l'impression d'être surveillés, comme si les caméras de Big Brother étaient toujours sur nous ou sur elle. Nous ne pouvions pas agir en toute liberté, ou bien elle ne pouvait pas les aider à monter sur le bateau. Elle ne fait rien, donc rien de bizarre ne se passe. Ce sont des situations auxquelles nous pensons lorsqu'ils sont là. Au grand désespoir du prince régné, Stéphanie donne désormais plein de fourrage aux médias en multipliant les relations avec des hommes, de préférence roturiers, dont un jardinier, un croupier et un artiste. En 1995, elle épouse son garde du corps, un fils de poissonnier. Les premières pages, consacrées aux habits clinquants de la princesse et à ses aventures, ont permis aux tabloïds européens d'augmenter leur lectorat. Pour la princesse Stéphanie, l'attention du public et ses nobles fonctions constituent un poids de plus en plus lourd. Elle est née au sein d'une maison princière, ne voulait pas être une star. Elle pensait que c'était terrible, tous ces photographes tout le temps, sur le balcon, les gens saluant. Je ne sais pas si elle a eu la chance, mais elle a essayé. Je crois qu'elle n'a pas réussi, mais elle a trouvé un équilibre. La princesse Stéphanie a fini par être le seul membre de la famille Grimaldi à avoir une carrière dans la classe moyenne. Formée chez Dior, elle a développé des marques de mode à succès. Sa carrière musicale lui a rapporté des millions. Aux côtés de ses sœurs glamoureuses, il y avait une constante, le prince héritier Albert. Il a aussi profité de la vie qu'on lui a offerte, cherchant à relever des défis dans tous les domaines sportifs. Toujours eu ce goût de l'effort, me dépasser et aller plus loin.
Le prince Albert a représenté la principauté à 5 reprises aux Jeux Olympiques en tant que capitaine de l'équipe de bobsleigh. Lorsqu'il a pris de l'âge et qu'il n'était toujours pas en mesure de régner, les médias lui ont donné le surnom du prince héritier éternel, à l'instar du prince Charles. Mais très tôt, régna a dissipé le doute sur le destin de son fils unique. Dès l'âge de 6 ans, Albert était présent aux événements officiels. Le prince a initié son fils au secret des affaires du palais. Il sait ce qu'on attend de lui. Depuis mon plus jeune âge, j'étais préparé à prendre des responsabilités, à faire des apparitions publiques, des affaires d'État, et à participer au projet de Monaco. À rencontrer des gens différents et surtout à porter le message du vrai Monaco et son existence à l'extérieur. Albert devient alors de facto le ministre des Affaires étrangères de Monaco. Il s'implique dans le tiers-monde, établissant des relations diplomatiques et économiques. Cependant, à la fin des années 80, une lutte de pouvoir au sein de la maison Grimaldi commence. La succession du trône a été disputée entre les frères et les sœurs, la princesse Caroline acceptant également des responsabilités après la mort de sa mère. Elle en parle consciencieusement dans cette interview. La définition de rôle de princesse est un titre comme les autres. C'est notre travail de continuer une tradition de plus de 800 ans. Depuis 1983, son second mari, Stefano Casiraghi, était à ses côtés. Fils d'un entrepreneur italien, il était réputé ambitieux. On dit qu'il a confié à des journalistes qu'il se verrait bien un jour devenir Stefano de Monaco, ce qui n'était pas forcément du goût de la cour princière. Le couple a tout de même donné à régner ses premiers petits-enfants et successeurs possibles, Andrea, Charlotte et Pierre. Stefano Casiraghi souhaitait mettre sa famille sous les feux de la rampe. En 1988, il demande à Karl Lagerfeld de réaliser une collection de photos qui fait sensation. La collection fut orchestrée magistralement par Lagerfeld. Caroline posa clairement comme princesse jusqu'aux vêtements. Il y avait de la grandiloquence, des grands habits, une grande robe de soirée. Cela était interprété comme un signal de Caroline à l'attaque. Il a été démontré que le prince était très fâché, qu'il a même envisagé de la renier. D'autres ont considéré cette lutte de pouvoir comme un coup médiatique, purement destiné à une production glamour de Lagerfeld. L'artiste était ami avec tous les Grimaldi, chaleureusement reçus lors de leur bal annuel de la Rose. Le 3 octobre 1990, la famille princière est à nouveau frappée par une tragédie. Stefano Casiraghi pratique son sport favori, le offshore. Ça sera sa dernière course de hors-bord. Ce jour-là, les conditions de mer au large de Monaco étaient périlleuses. Le bateau de Casiraghi chavira à plus de 90 000 à l'heure. Son copilote sera secouru, mais les secours arriveront trop tard pour lui. La princesse Caroline, désemparée, s'est retirée de Monaco, cherchant le réconfort et l'isolement dans une maison de campagne située dans la lointaine province. Cependant, au cours de l'été 1993, les paparazzis se sont mis en quête de la retraite de la princesse.
Ils ont pris des photos de ses enfants issus de son mariage avec Casiraghi et ont spéculé sur une nouvelle relation. La princesse était horrifiée. Depuis cet abus de confiance, la princesse Caroline a multiplié les plaintes contre les magazines européens. Elle s'est également tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme. En 2004, ce tribunal de dernière instance a jugé que la prise de photos de Caroline violait son droit à la vie privée. Ce verdict a frappé ces mêmes tabloïds qui ont contribué à établir le glamour des Garibaldi. Lorsque les esprits sont invoqués, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. La principauté a cherché la légitimité avec les médias et régnait à travailler avec. Il appelait les médias et les esprits. En ce qui le concerne, il était embarrassé. Mais elle persistait chez ses enfants. Car bien sûr, les médias n'ont cessé de les poursuivre et d'enquêter sur leur vie privée. En 1996, Michel Greter, grand reporter, a eu vent de la nouvelle relation de la princesse Caroline avec le prince Ernst August de Hanovre, originaire de Guelph, la sensation. Il s'agissait d'un grand noble allemand, d'une personne encore plus connue qui faisait la une des journaux dans toute l'Europe. C'était un super scoop pour un journaliste mondain qui voulait mettre la main dessus. Presque jusqu'à mercredi soir, nous avons gardé le journal secret et il a fait sensation dans le monde entier. Tous les quotidiens et toutes les chaînes de télévision en parlaient. C'était sensationnel. Peu de temps après, le mariage entre les Guelph et les Grimaldi est célébré. C'est la sensation de l'année pour les tabloïds, mais la noblesse européenne semble indifférente à cette union. La relation de mon frère avec Caroline, comme je la vois aujourd'hui, est 20 ans trop tard. Si elle avait commencé il y a 30 ans, il aurait eu plus d'importance constitutionnellement pour la principauté, où cela aurait pu être un événement culturel et social ayant un impact durable. Le prince régnier a vu se réaliser un rêve qu'il caressait depuis longtemps. L'union de la dynastie des Grimaldi avec la noblesse de l'ancien monde, celle-là même qui n'a pas daigné honorer de sa présence son mariage avec Grace Kelly. Au total, les propriétés européennes des Guelph représentent environ 30 fois la taille de la principauté de Monaco elle-même. Dans les années 1800, les Guelph fournissaient encore les rois d'Allemagne. Conformément à la loi aristocratique, Caroline est aujourd'hui princesse de Hanovre et donc la seule Grimaldi à être une altesse royale. Mais il n'y a pas eu de mariage de conte de fées à la Grace et Régnier cette fois-ci. Le mariage et la réception se sont déroulés à presque à huis clos. Une seule photo du mariage sera donnée au magazine pour publication. Désormais, le couple n'autorisera les tournages que pour les apparitions publiques. Alexandra Charlotte, leur fille, grandira dans un isolement strict. Le prince de Guelph s'est également fait connaître par la défense acharnée de sa vie privée face à des journalistes trop curieux. Le 15 avril 2005, la famille princière des Grimaldi connaît un tournant. Après plus de 56 ans sur le trône, le prince régnier a suivi son épouse dans la tombe. Cette fois, les familles royales d'Europe, dont le roi et la reine de Suède et Juan Carlos d'Espagne, sont venus lui rendre un dernier hommage. Régnier III s'est éteint, plein d'inquiétude pour l'avenir de sa maison. Son successeur, Albert, n'a pas réalisé l'un des plus grands souhaits de son père, qu'il épouse une princesse pour son pays. Pendant des années, Albert s'est amusé comme un prince playboy, s'affichant tantôt avec une beauté, tantôt avec une autre, et donnant naissance à 2 enfants illégitimes. Chacune de ses compagnes attirait l'attention des médias, et celle de Monaco. Lorsqu'Albert était vu avec la même femme 2 fois, il y avait un sentiment d'espoir. Bien sûr qu'il y avait des rencontres aux événements quand il était assis
à côté de quelqu'un pendant un temps et les rumeurs couraient. Tout le monde attendait un beau mariage. Il y a eu une candidate très prometteuse. L'ancienne nageuse olympique Charlene Winstock, une Sud-Africaine d'origine allemande. Depuis 2006, elle est aux côtés du prince lors des cérémonies officielles et semble pour beaucoup être la Grace Kelly incarnée. Si le prince ne se mariait pas sans successeur légitime, une danse joyeuse pour la succession s'ensuivrait. Les deux enfants aînés de la princesse Caroline ont été premiers à faire la queue, Charlotte et Andrea Casiraghi. Mais étant les enfants d'un roturier, ils doivent d'abord être anoblis. La fille issue du mariage de Caroline avec Herzauguste semblait déjà destinée au trône. En 2010, les médias ont commencé à spéculer sur les difficultés du mariage de ses parents. Depuis l'été 2008, la princesse Caroline a souvent été vue en public sans son prince de Guelph, ce qui a alimenté les rumeurs. Les enfants de Stéphanie sont plutôt rares, et les enfants d'Albert sont illégitimes. Nous voyons surtout les enfants aînés de Caroline, Andrea et Charlotte. Il semble que Caroline les prépare déjà à hériter. Il y a des signes évidents lors des événements publics de Monaco, comme le bal de la Rose, où ces enfants sont très présents. Ils ont déjà pris leur devoir de futurs princes et princesses. Leur devoir de futurs princes ou princesses. Les Monégasques se souviennent encore de l'apogée de leur principauté, à l'époque de Grace Kelly et du prince régnier. La question de la succession a donc remis en cause le destin de la principauté. Financièrement, tout est bien, mais le conte de fées arrive à sa fin. Cela signifie que, après 700 ans, les temps modernes sont là et Monaco ne devient plus un conte de fées, mais plutôt un service sans chaîne avec ses fêtes, ses réceptions et ses buffets. Monaco a pourtant besoin d'un conte de fées. Le mariage des mariages a commencé par un mélange divertissant de traditions nobles et de glamour hollywoodien moderne. Dans le passé, le glamour de Grace de Monaco a attiré les stars, les investisseurs et la jet-set internationale sur ce rocher de l'État. Pour que la réussite de leur dynastie perdure au XXIe siècle, les Grimaldi ont manifestement besoin d'un nouveau feu d'artifice glamoureux. Ce n'est qu'à ce moment-là que le conte de fées peut continuer et que les rêves peuvent encore être réalisés.